tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ce soir, nous sommes le 7 août. Je ne suis pas à l'hôpital ce soir, c'est le soir où je suis à la maison. Donc ça fait suite au premier volet de la vidéo que je remettrai en dessous. Donc désolée encore une fois de vous tourner une vidéo en mode hyper décontracté. Mais voilà, j'ai pris ma douche. Je sors de la douche et voilà, je suis en mode tranquillou, mode détente. Je vous ai publié il y a quelques jours le premier volet de cette anecdote que je remettrai en dessous. Et là, ça va faire suite pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à travailler derrière ce défi. Inévitablement, c'est enrichissant pour vous, contraction, parce que vous avez des choses à en conclure vous aussi, et aussi des déclics à avoir pour vous montrer un peu comment vous devez analyser les choses dans votre défi à vous. Voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai plein de papiers. Je vais essayer de suivre pour ne rien oublier. Je préfère faire ça pendant que je suis encore dans le sujet, parce qu'après, je vais commencer à en sortir de cette thématique et je vais sûrement ne pas spécialement avoir envie de me replonger dedans. Voilà, donc pendant que j'y suis, autant le traiter à fond. Voilà, tout simplement. Donc, dans la première partie de ce défi, moi, dans le défi que j'ai vécu, donc à vous d'aller regarder un petit peu comment ça se traduit par rapport à vous, j'ai évoqué le fait que les médecins supposent. Oui, les médecins supposent. Et je pense que c'est quelque chose qu'en gros, je refusais de voir jusque-là. Voilà, contraction. Toujours cet effet halo autour du corps médical. Donc moi, c'est un effet halo que je mettais autour du corps médical. Je le mettais aussi autour du corps enseignant. Essayez de voir, vous, autour de quoi vous mettez cet effet halo, autour de quel métier. D'accord ? Voilà. Il faut toujours vous dire par rapport à ces effets halo que la personne que vous avez en face de vous, quel que soit son métier, si cette personne n'a pas monté sa montagne, cela va se faire ressentir dans sa façon de se comporter, dans son angle de vue qu'elle va avoir, et donc inévitablement ça va se répercuter sur sa façon de verbaliser les choses. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est une donnée importante à ne jamais oublier, vous, c'est que quel que soit le métier de la personne, ça n'est pas la peine d'aller lui mettre un effet halo, car la personne, elle a telle profession, mais si elle n'a pas monté sa montagne, elle aura des dysfonctionnements liés à ses blessures, contractions, et quel que soit le métier qu'elle fait, ça se fera ressentir. Donc entre différents médecins ou différents enseignants, si on reprend les exemples des effets halo que moi j'avais, vous aurez des bons enseignants et des mauvais enseignants. Contraction, vous aurez des bons docteurs et des mauvais docteurs. C'est comme dans tout métier. C'est comme dans tous les métiers. Parce que le fait qu'ils n'aient pas monté leur montagne, qu'ils n'aient pas fait un travail sur eux, va toujours faire que la personne, en tant qu'être humain, est dysfonctionnelle. Et le fait qu'elle soit dysfonctionnelle aura inévitablement à un moment des répercussions sur la façon dont elle pratique sa profession. Donc,
inévitablement, là, si on en revient un petit peu à ce sujet des médecins et du corps médical, vous pourrez facilement vous rendre compte si la personne que vous avez en face de vous est réellement connectée au cœur, que ce soit dans cette profession ou dans autre chose, et si sa façon de verbaliser les choses est OK ou pas du tout. Et là, vous allez facilement voir que sur un même corps de métier, si vous avez 3 ou 5 personnes différentes en face de vous, certaines vont appréhender leur métier de façon meilleure que d'autres. Ils vont verbaliser les choses de façon... ça sera mieux que d'autres. Voilà. C'est inévitablement, comme dans tous les métiers, c'est comme ça que ça va se répercuter. Et ça, c'est important que vous en ayez conscience, quel que soit le métier de la personne. Vous allez vous en rendre compte. Pour le coup, une personne qui n'est pas connectée au cœur fera des erreurs de communication dans sa façon de voir les choses. Je vais vous faire un petit parallèle, car ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Dans ce que j'ai connu avec mon fils, il a eu une appendicite qui s'est aggravée. J'ai tout expliqué dans la première vidéo, je ne vais pas réexpliquer ici. Ce matin, le chirurgien m'a avoué que voir une appendicite dans un tel état à son âge n'est pas de bon augure. Voilà, contraction. C'est-à-dire qu'en général, trouver une appendicite, un appendice aussi mal en point, ça peut laisser présager qu'il y a un cancer derrière. Voilà. Le chirurgien s'est abstenu de nous en parler. Mais il était inquiet et il a lancé une analyse en urgence sur l'appendice. Une fois qu'il l'avait retiré, il l'a envoyé en analyse en urgence. Et il m'a annoncé ce matin, tout va bien. Mais je vous avouerai que j'étais inquiet parce qu'en général, et c'est là qu'il a expliqué la raison pour laquelle il avait envoyé ça, être fait en urgence, parce que en général, ça mettrait 2 semaines à avoir les analyses, et là, en ayant demandé en urgence, il avait déjà eu les résultats. J'ai été très reconnaissante à ce chirurgien d'avoir été connecté au cœur et d'avoir su préserver la famille en ne parlant pas de ses inquiétudes et en se disant je vais faire les recherches et je ne vais pas les inquiéter outre mesure. C'était déjà quand même un petit peu flippant, hein, ce qu'il avait, mon fils, pour le coup. Déjà, la raison de l'opération qui a duré 4 heures était déjà très flippante. Déjà, hein, ce qui s'était passé. Donc en fait, il n'a pas voulu en rajouter avec ça. Et ça, j'ai trouvé ça drôlement sympa. Parce que si j'avais dû gérer cette attente pendant 1 semaine, de rester dans cette inquiétude-là, j'ose même pas imaginer si j'avais dû gérer ce stress en plus. A contrario, dans la première vidéo, je vous ai parlé qu'il y a 2-3 ans, mon papa avait appris par l'ambulance, en montant dans l'ambulance, vous savez, sur le brancard, dans l'ambulance, il a entendu les 2 brancardiers dire « Ici, c'est un cancer du foie ». C'est-à-dire qu'en fait, sur sa fiche, c'était écrit que mon père avait un cancer du foie. Sauf qu'en fait, mon père avait été hospitalisé pour un Covid. Donc vous imaginez la violence d'entendre le personnel dire « Là, c'est un cancer du foie ». Je pense que vous êtes au courant qu'un cancer du foie, c'est pas un cancer qui se guérit facilement. Donc vous imaginez le choc pour mon père de l'entendre dire comme ça. Et en fait, il n'y avait même pas eu
une seule analyse de fait sur le cancer du foie. Pourquoi? Parce que le médecin à qui il avait eu affaire soupçonnait 4 cancers et il avait déjà écrit sur les fiches des trucs. Mais ça, c'est une erreur qui est inadmissible en fait. C'est-à-dire d'aller balancer ça et que ce soit écrit comme ça ouvertement, qu'il n'y ait pas de pédagogie, que mon père en entende parler comme ça, comme si c'était déjà annoncé, alors qu'il n'y avait même pas eu un seul examen sur son foie fait encore. Donc en fait, vous voyez la différence entre un praticien qui est connecté au cœur et l'autre qui n'est pas connecté au cœur et qui fait inévitablement des erreurs parce que comme il n'est pas connecté au cœur, il ne voit pas où est le problème. Un peu sans doute que ses patients, c'est comme du bétail. Il ne voit même pas où est le problème de faire ça. Mais derrière, ça a impacté bon nombre, un mal-être sur plein de gens dans la famille, d'être dans cette angoisse. Vous voyez, sans pédagogie annoncée ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous voyez la différence sur quelque chose qui est un peu du même contexte, puisqu'il n'y avait pas de cancer du foie, hein. À la fin, quand ils ont fait les examens, il n'y avait pas de cancer du foie. Donc, en fait, c'est juste, tiens, prends-toi ça dans la gueule et le stress pendant 2 semaines, et vis avec ce stress-là. Vous voyez un peu l'idée? Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Ouais. Totalement différente. Pour le coup, demandez-vous quand vous vivez des choses comme ça, demandez-vous toujours si, moi, j'ai fait cette analyse, c'est-à-dire que, inévitablement, il y a 2 ans, quand j'ai vécu ça avec mon père, j'étais encore dans ma blessure d'humiliation qui me rendait masochiste, et inévitablement, j'étais pas assez connectée au cœur. J'acceptais d'être en souffrance. Je subissais de la souffrance à cause de mes mauvais choix. Hein? Mais j'avais déjà drôlement évolué, mais j'avais pas fini de nettoyer ça. Et on essayait de me faire nettoyer ça avec des effets miroirs. Vous voyez, pour le coup, à contrario, cette fois-ci, comme je suis désormais connectée au cœur et pas masochiste, on n'a plus besoin de m'envoyer un effet miroir de la sorte en face. Cette fois-ci, j'avais un médecin, un chirurgien qui était connecté au cœur et j'avais pas besoin de revivre la même épreuve d'attente de résultats, me faire croire qu'il y a un cancer alors qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez l'évolution qu'il y a eu dans ce que j'ai eu à vivre? Ok, il y a une situation qui se répète, mais par contre sur ce paramètre-là, qui est loin d'être anodin, mon Dieu que j'étais contente de ne pas avoir eu ce stress pour rien, on voit bien une évolution et que les guides ont quand même orchestré ça différemment pour que vous n'ayez ce qui était déjà réglé, on ne vous le représente pas. D'accord? Par contre, si ça, je ne l'avais pas guéri et nettoyé, que j'aurais encore dû vivre cet effet miroir et qu'on me représente l'effet miroir de ce que moi-même je faisais encore comme erreur, oui, j'aurais revécu le même stress. Est-ce que vous voyez un peu comment fonctionnent les guides? Est-ce que vous comprenez un petit peu? Donc dans cette situation qui va se représenter, certaines choses seront mieux en fonction de ce que vous avez déjà prouvé et nettoyé de par le passé, qu'on n'a pas besoin de vous remettre ce paramètre de souffrance extrême dans la répétition de ce qui va se représenter à vous dans ce défi. J'espère que c'est assez clair. Les guides disent oui. Ok. Les années précédentes, puisque je vous ai dit que j'avais déjà vécu le problème avec ma fille il y a 10 ans et ensuite avec mon père, je vous dis il y a 2 ans, mais c'était plus loin que ça. C'était, je crois, il y a 3 ans en fait. Mais bon, bref, ça n'a pas grande importance pour vous. Quoi qu'il en soit, à l'époque, souvent je vivais ça
en vibrant la trahison, comme si j'avais été trahie par les docteurs, j'avais été trahie par la vie. Vous voyez, vraiment, je vibrais la trahison. Pourquoi? Parce que chez moi, comme je vous l'expliquais dans le premier volet que j'ai mis en dessous, la blessure de trahison était une blessure racine chez moi, c'est-à-dire une blessure ancrée en moi profond depuis des vies et des vies, que j'avais vraiment à nettoyer, mais qui était tellement ancrée en moi, cette blessure de trahison, qu'elle est difficile à déloger et qu'il faut plusieurs vies pour réussir à la nettoyer complètement. C'est-à-dire, on repart dans un schéma un peu instinctif de penser qu'on a été trahi. Souvent, les rigides qui ont une blessure d'injustice ont ça comme blessure racine et en général, ils vibrent le « c'est injuste » depuis déjà des vies et ils ont du mal à en sortir de ça. Le nettoyage met plus de temps. Moi, c'est pas le rigide, moi, c'était la trahison. D'accord? Donc, par rapport à ça, je me suis bien rendu compte dans cette répétition de schéma cette fois-ci que là, j'ai pas du tout vibré la trahison. Pas du tout. À aucun moment, j'ai été dans cette révolte. J'ai pas vibré la colère. J'ai pas vibré le je suis victime de. J'ai pas vécu ça comme une trahison de mes guides. Non. Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai vibré. Quel est donc l'apprentissage qu'il y a à comprendre derrière ça? Pourquoi dois-je vivre ça? Et mon cerveau se questionnait davantage sur cet angle-là. C'était plus du tout le même angle de vue. Alors que les premières fois où j'ai vécu ça, là, j'ai vibré pas du tout la même chose. À l'époque, je vibrais la trahison. Donc, à l'époque, mon émotionnel montait en pic, en mode « je suis victime, je suis trahi par la vie, par les guides, je mérite pas ça, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. » Tout ce qu'on se met dans la tête quand on se sent trahi, tous les mots qu'on va avoir. Le rigide vibrera la même chose en mode « c'est injuste ». C'est injuste. Donc voilà, ça dépend quelle est votre blessure racine. Moi, le mot injuste, je pense que c'est un mot qui n'apparaît jamais dans mon vocabulaire, en fait. Vraiment, ça n'apparaît jamais. Par contre, trahison, oui. Trahi, oui. Vous voyez? Donc c'est là où vous pouvez détecter quel est votre mécanisme et votre blessure racine. D'accord? N'hésitez pas, vous pourrez mettre en commentaire si vous détectez un peu quelle est la vôtre et si ça vous aide un peu à capter. D'accord? Donc là, mon angle de vue, c'était plutôt, tiens donc, quel est le défi derrière ça? Quel est l'apprentissage que l'on souhaite m'apporter? Et j'analysais. Donc en fait, j'étais beaucoup plus tempérée et j'étais plutôt dans une énergie d'enquête à comprendre plutôt qu'une énergie de oh, je suis victime. Voilà, vous voyez? Ou l'énergie de putain, ils font chier mes guides. Vous voyez? Soit la colère, soit les larmes. Ça dépend comment vous vivez les choses dans votre côté victime. Révolté ou en fâché, en colère, à faire la tête à vos guides ou à pleurer et à trouver que la vie, elle est vraiment pourrie, je sais pas, à vous de trouver et d'apprendre à vous connaître. Le but de ce défi, c'est aussi d'apprendre à vous connaître et de vous auto-observer. Voilà. Donc là, moi, l'analyse que j'ai faite de cette expérience-là que j'ai vécue, oui, parce que je commence déjà à parler au passé parce que mon fils va mieux et que je pense que d'ici 24 à 48 heures, il va pouvoir sortir. Donc même si tout ne sera pas totalement fini, qu'il aura encore des soins,
y aura une convalescence assez longue, on est quand même on n'est plus dans l'inquiétude du début. Vous voyez? Donc je suis déjà en train de sentir que c'est la porte de sortie de cette expérience qui a pu être relativement courte dans le moment de souffrance, mais parce que j'ai pas plongé tête la première dans la souffrance. Je vous expliquerai encore ce qu'il y a à comprendre et analyser derrière ça, pour que de comment je l'ai vécu, si ça peut vous aider et vous donner des pistes pour vous-même relever vos propres défis autour de ça. D'accord? Donc, là, j'étais plutôt axée sur c'est quoi le défi, pourquoi je vis les choses comme ça, etc. Et donc, j'étais plutôt dans cette énergie en me disant, si on me représente quelque chose que j'ai déjà connu de par le passé, là encore, si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous n'allez rien comprendre à tout ce que j'explique dans cette vidéo. Donc vraiment, voyez le premier volet, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc je me suis dit, si là, on me représente quelque chose que j'ai déjà vécu, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est qu'on veut voir mon évolution ou qu'à l'époque, j'ai pas assez bien géré et que là, les guides espèrent ou cherchent la preuve de mon évolution et voir si aujourd'hui je vais vivre les choses différemment. Donc j'étais plutôt dans cette énergie-là à me dire je vais surtout analyser les choses en ce sens pour ne pas avoir à la revivre. Pour ne pas avoir à la revivre en fait. Vous voyez, comment bien relever le défi cette fois-ci pour prouver à mes guides que c'est bon, je me suis réellement transformée. Vous voyez? Donc, je cherchais à ne pas être impulsive, mais à être très réfléchie, vraiment bien analyser et prendre mon temps. Et ça, c'est important. Ça, c'est important pour poser des choix éclairés, alignés et être en paix avec vous-même sur le choix que vous avez posé. En vous disant, si c'était pas le bon choix, ben peu importe parce que franchement, j'ai vraiment bien pris le temps de réfléchir et franchement, c'est vraiment, je suis en paix avec ça. Franchement, je suis alignée là-dessus. Ça, c'est important. Donc le fait de vous mettre dans cette énergie-là, qui n'est pas une énergie de victime, du c'est trop injuste ou la vie me trahit, les guides me trahissent, c'est que vous partez pas dans une énergie où vous subissez ce qui se passe. Vous partez dans une énergie de je suis créateur de ma vie. Et si je vis cette expérience, c'est que j'ai quelque chose à transformer, que soit je n'ai pas assez transformé dans le passé, ou que l'on me met face à ce défi pour prouver que je me suis réellement transformée. Dans tous les cas, c'est lié à la transformation et j'ai des preuves à apporter à mes guides. C'est une mise à l'épreuve. Donc en fait, relevons le défi. C'est tout. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand on a des mises à l'épreuve, on n'a pas le choix. Et ça, tout le monde doit vivre des expériences de vie qui ne sont pas confortables, mais qui sont là pour nous faire lâcher un truc et pour enclencher une transformation chez nous. D'accord? Donc autant le faire de façon optimale et comprendre, voir l'aspect où on comprend qu'est-ce que j'ai à transformer. Et vous rappeler qu'en fait, c'est vous qui êtes créateur de votre vie. Et ça aide énormément à pas être dans cette énergie de fatalité où vous subissez. Et donc, vous vivez beaucoup moins la chose en souffrance. Ça, c'est important. D'essayer de voir qu'est-ce que j'ai à travailler dans cette situation. Qu'est-ce que j'ai à analyser. Et ça permet de ne pas se jeter tête la première dans la souffrance à l'extrême. Voilà. Plutôt vous dire quel est le défi à relever. Ça, c'est important. Moi, ça a été mon état d'esprit. C'est vrai qu'il y a des années, j'étais pas dans cet état d'esprit-là, inévitablement. D'accord? Voilà. Donc, le fait déjà d'identifier ces blessures racines, comme je vous disais, c'est important de savoir l'identifier.
c'est une preuve que depuis que vous montez votre montagne, vous avez appris déjà à faire connaissance avec vous-même, qu'avec tous les articles que je vous mets sur Facebook, toutes les révisions que je vous mets en story avec des cas où je vous dis dans tel cas c'est telle blessure, la personne elle a telle blessure, voilà, toutes ces analyses-là, normalement, vous devez être à même de savoir le mettre en pratique avec vous et savoir vous observer et savoir déjà reconnaître chez vous quelles sont vos blessures les plus marquantes. Vous devez en principe déjà connaître cela de vous. Où sont vos parts d'ombre et qu'est-ce qui est à travailler? Parce que si vous vous connaissez déjà pas là-dessus, ça veut dire que vous êtes vraiment en tout début de montagne. D'accord? C'est pas grave non plus. Ça veut dire que c'est important quand même d'apprendre à vous connaître, de relire les blessures et mes diapositives autour de ça, pour faire ce travail d'apprendre à vous connaître et savoir vous auto-observer en toute humilité. Et savoir accueillir cela en lisant les diapositives et en disant « Ah, c'est vrai que ça, moi, je le fais beaucoup. Ah, bah ça, je le fais beaucoup. » Et inévitablement, vous êtes en train de faire connaissance avec vous. C'est primordial pour pouvoir se corriger. C'est la base. C'est la base. Bien sûr, pour un rigide, ce sera compliqué, contraction, parce que le rigide, il veut être parfait. Donc, reconnaître ses imperfections, oula, c'est difficile. Pour un runner, ça sera très compliqué, parce que le runner a une blessure de rejet et en général, il a de la rigidité à nettoyer, contraction, et s'il est imparfait, il a peur d'être rejeté. Donc en fait, il ne peut pas reconnaître ses imperfections. Il a besoin d'avoir l'air d'eux. Oui, c'est plus compliqué pour un runner, mais ils y arriveront. Ils y arriveront. D'accord? Ça sera nettoyé au fil de l'eau. Mais c'est important de savoir le voir et le reconnaître. L'humilité, c'est ce qui permet d'avancer, de se transformer. Hein. Sans humilité, vous n'irez pas très loin. Par rapport à ça, à ce défi encore et toujours, c'est important aussi que vous soyez dans une capacité de savoir faire les bons choix, même quand la situation est compliquée, même quand c'est pas facile à gérer émotionnellement, contraction, même quand vous êtes en souffrance. Parce que si, lorsque vous êtes en souffrance, vous refaites des choix de merde, vous êtes un danger pour vous-même. Donc, sur une montagne, on doit apprendre à faire les bons choix dans toutes circonstances. Quand vous allez bien, oui, mais la vie, c'est pas que aller bien. C'est aussi savoir faire les bons choix, même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes malade, et même quand vous face à une situation complexe, dans une situation complexe. C'est-à-dire une situation comme celle que j'ai vécue là, ou un deuil, ou des choses comme ça. Quand vous êtes au pic de votre souffrance et quand vous êtes hyper angoissé ou hyper triste. Donc, sur votre montagne, vous remarquerez que régulièrement, les guides vont soit créer chez vous un état de fatigue temporaire ou faire en sorte que vous soyez malade, un truc con, hein, une gastro, une angine, des trucs bêtes, ou à certains moments d'avoir vécu une épreuve inconfortable pour voir si même dans cette situation, vous faites les bons choix et vous restez aligné. Au début, quand on monte sa montagne, il y a des moments où on se dit « Là, j'ai pas réussi Peggy parce que là, j'étais fatiguée. Là, j'ai pas réussi Peggy parce que là, j'étais malade. »
Et souvent, je vous dis, ok, ok. Ça veut dire que pour l'instant, tu n'arrives pas à rester aligné quand tu es en énergie plus basse, quand tu es en état de faiblesse. Mais tu vas donc devoir le revivre parce que les guides, ce qu'ils veulent, c'est que tu ne sois plus un danger pour toi-même. Ce que les guides veulent, c'est que tu arrêtes d'être masochiste, que tu arrêtes de te trahir, que tu arrêtes d'être injuste envers toi-même. En fonction, vous voyez, je viens de citer 3 grosses blessures racines, qui sont souvent 3 blessures racines qui bloquent tout. L'humiliation, la trahison et la rigidité. Essayez de voir où sont les vôtres, mais les guides, ce qu'ils vont vouloir, c'est vous tester et qu'à la fin, vous soyez aligné en toutes circonstances. Contraction, en toutes circonstances. Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes triste, même si vous avez des problèmes dans votre vie, vous allez devoir être aligné. Et ça, ne le perdez pas de vue. Tu as le droit de ne pas y arriver tout de suite, de louper des défis, tu as le droit, mais les guides, ça leur permet de voir où tu en es. Parce que le but ultime, c'est que tu sois aligné même dans toutes circonstances, même si. Et ça, retiens-le bien. Parce que quand tu hésites au moment où tu as ton défi en te disant c'est pas grave parce que je suis fatigué, fais-le en connaissance de cause qu'on va te le resservir. Il n'y aura pas de dérogation. Tu vas devoir atteindre cet état-là. Donc je préfère te prévenir car mon but c'est que tu vives le moins de moments souffrants possible. Donc en te donnant déjà les tuyaux de comment ça fonctionne, au moins tu es prévenu et au moment où tu auras relevé ton défi, peut-être que tu diras « Ok, je suis fatigué, mais je sais que je vais devoir y passer. Donc je remonte mes manches, allez, autant le faire tout de suite. » C'est ça. Après, si tu n'as pas envie, c'est ton libre arbitre, mais ça te sera représenté, sois-en sûr. D'accord ? Donc ça, tant que vous avez compris cette règle-là, c'est important déjà, ça va vous faire gagner du temps. Après, vous faites comme vous voulez, d'accord ? Mais ça vous sera resservi jusqu'à ce que, voilà. Donc ça, j'espère que ça, c'est un petit tuyau qui restera gravé là. En effet, on a tous des mécanismes où, quand on va pas bien et qu'on vit des épreuves compliquées, où on cherche à être dans la fuite. On cherche à être dans la fuite parce qu'on cherche à se protéger. On veut se mettre sous cloche. Je suis déjà fatiguée, alors en plus, je vais pas en plus. Voilà, on va aller se chercher un peu des excuses. Je suis déjà malade, alors je vais pas en plus. Mais en fait, ça veut dire que votre angle de vue, vous l'avez toujours pas compris, que face aux défis que vous avez, c'est que quand vous faites pas le bon choix, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous allez en payer les conséquences à un moment. C'est-à-dire que si vous êtes en face d'un connard qui vous manque de respect et que vous dites « je suis déjà fatigué, donc je ne vais pas en plus », bah en fait, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous pensez que vous vous rendez service. Pas du tout. Puisque cette personne, elle sait qu'elle va pouvoir abuser de vous à nouveau, et vous allez en payer les conséquences d'ici quelques jours, à avoir laissé passer l'occasion de recadrer la personne. La personne va abuser encore. Donc, tu penses que tu te protèges en faisant ça, mais pas du tout. Pas du tout. Tu vas en payer les conséquences. Tu es juste en train de fuir un moment inconfortable aujourd'hui que tu vas resubir. Tu vas subir les conséquences d'ici quelques temps. Donc, c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Et tu le sais. Tu le sais au fond de toi. Tu es encore en train de faire preuve de lâcheté quand tu es fatigué ou quand tu vas pas bien. Donc essaye d'aller capter tes mécanismes de fuite où tu mets encore les mauvais mots à croire que c'est ça qui te protège alors que tu te tires une balle dans le pied. Et tu as une responsabilité à endosser, c'est
d'être dans une connexion au cœur, mais pas une connexion au cœur de façon trop égoïste. Tu dois rester dans une nuance de gris. C'est qu'en fonction du défi que tu as à relever, il faut que tu sois dans cette nuance de gris d'être connecté au cœur pour toi, de te respecter, mais aussi d'être connecté au cœur de l'autre. D'être connecté au cœur de l'autre. Exemple. Si moi, par exemple, avant de connaître le verdict de la situation de mon fils, tout le monde me disait « Pars déjà en amont en vacances avec la petite et on gère pour toi. » Le papa voulait gérer avec mon fils en disant « Tu prends tellement peu de vacances que s'il y a quelqu'un qui doit déjà partir en vacances, c'est toi. C'est toi, parce que tu t'arrêtes jamais. » Bon. J'aurais pu. Parce que le dilemme dans lequel j'ai été, toujours cette histoire de labyrinthe où il faut trouver son positionnement, je me suis posé mille et une questions. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'ancienne Peggy, ça aurait été non catégorique. Parce que j'ai toujours été une maman qui était très protectrice avec ses enfants. Et ma fille, quand elle a eu son Kawasaki, j'ai fait son... son hospitalisation du début à la fin. Je ne suis pas sortie de l'hôpital, jamais. Je suis restée enfermée dans la chambre avec elle du début à la fin. J'ai pas fait une seule pause. Pas fait une seule pause. Pendant plusieurs jours. J'ai tout géré de A à Z. Donc là, je me suis dit, je sais que je suis une grande masochiste. Je sais que j'ai du mal à déléguer. Donc, je dois aussi lâcher un peu prise et savoir faire confiance que les gens peuvent aussi bien gérer aussi bien que moi. Et là-dessus, dans ma tête, à aucun moment j'ai vibré que ce serait mal géré sans moi. Et les guides l'ont vu, que j'ai pas vibré cette inquiétude-là. Non, j'ai pas vibré ça, ce manque de confiance que l'ancienne Peggy avait du mal à déléguer, parce que quand on a une blessure du trahison, on a du mal, vous voyez, et en plus, j'avais une blessure d'abandon, donc on se sent responsable des autres et on a du mal à se débrancher de l'autre. Donc se débrancher de son enfant, c'est compliqué. Vous voyez un peu le mécanisme, moi, de mes blessures racines. Je vous ai dit dans le premier volet, mes blessures racines, c'était trahison, humiliation et l'abandon un peu en dessous. Hein, d'accord ? Donc vous voyez, quand on se connaît sur le bout des doigts, on sait s'auto-analyser, se dire « Ouais, mais je sais que j'ai ce mécanisme-là impulsif de réagir comme ça, mais c'est peut-être pas bon de réagir comme ça. » Et j'ai évolué. Aujourd'hui, je suis capable de faire confiance, je suis capable de déléguer, je vibre pas d'inquiétude là-dessus. Et ma pitchounette qui me supplie, oui maman, moi je veux que tu partes en vacances avec moi. Voilà, vous voyez ? Donc en fait, je me dis, putain, le défi de cingler, le défi, c'est de me pousser à oser déléguer ça et oser partir. Moi, j'ai vu ça comme un défi comme ça. Je me suis dit, putain, waouh, bon, ok. Si on attend ça de moi, ok, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. J'avais besoin d'être quelques heures seule pour essayer de réfléchir à la situation. Vous voyez ? Aucune précipitation. Trouver l'alignement, le labyrinthe. Vous comprenez ? Vous voyez par rapport à la partie 1. Et en fait, je suis rentrée déjà pour faire les valises de ma chérie.
en pleine nuit pour au moins, si moi je décidais de ne pas partir, elle pouvait partir avec des amis dès le lendemain. Donc je ne voulais pas lui foutre en l'air ses vacances s'il y avait une hospitalisation de mon fils et que ça aurait été difficile de tout gérer, de l'occuper elle et gérer mon fils. Je me dis autant qu'elle parte à l'hôpital, qu'elle parte en vacances, d'accord ? Donc je suis rentrée ce soir-là, gérer la valise de ma chérie pour qu'au moins le lendemain elle puisse partir. Sachant que ma chérie, ayant vu son frère pas bien, elle était pas bien. Hein, elle est plus petite et elle pleurait. Et d'avoir dû, ne serait-ce que accompagner aux urgences, elle était déjà en pleurs, d'avoir vu les appareils, etc. Donc franchement, je devais quand même passer du temps et être connectée au cœur, d'être aussi un peu à gérer cette situation avec ma chérie, pour déjà prendre un problème à la fois. Et rien que durant ces heures où je suis restée avec elle, eh ben, j'ai eu ma réponse. C'est-à-dire que déjà là, je me sentais pas à ma place. J'étais comme un lion en cage, chez moi. C'est-à-dire que je suis allée écouter mon tableau de bord et à l'intérieur de moi, durant cette phase où je voulais réfléchir, j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps parce que j'ai eu toutes mes réponses. Mon tableau de bord d'émotions, tous les voyants étaient allumés. J'étais en souffrance loin de mon fils. Parce que je savais qu'il allait partir en bloc opératoire, soit pendant la nuit, soit au petit matin, mais qu'il allait devoir partir se faire opérer. Et j'avais envie d'être près de lui. Et chez moi, c'était très dur de faire les valises de ma fille. J'avais ma tête, c'était pas évident. Et j'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'aurais préféré être à l'hôpital, près de mon fils et en face des docteurs pour avoir des informations en direct. J'arrivais à rien faire chez moi. C'était très dur. Donc, j'ai eu toutes mes réponses. C'est que si déjà c'était dur sur un temps court comme ça, j'étais incapable de partir en vacances. J'étais incapable de partir en avance en vacances. J'étais pas capable de partir. Même si c'était que quelques jours. J'étais pas capable. Donc en fait, j'ai fait l'exercice de la balance, d'être connectée au cœur, d'être connectée à mon cœur et de me dire, mais même pour moi, j'en suis pas capable en fait. Oui, j'avais un dilemme avec ma chérie, elle voulait pas partir sans moi, mais je pouvais pas non plus me couper en 10 en fait. Et j'ai expliqué, j'ai trouvé les bons mots pour expliquer à ma chérie qu'elle partirait en avance et que je rejoindrais après. Voilà comment j'ai géré la situation pour le coup. Elle a compris, elle est partie, les amis sont venus la chercher avec ses sacs et j'ai pu après repartir à l'hôpital. Je savais que ma chérie, elle s'en allait profiter de ses vacances et que c'était quelque chose, un problème de gérer. Et là, je suis repartie à l'hôpital. Entre-temps, j'avais appris que la situation était beaucoup plus complexe que ce que j'aurais cru, en fait. Et que c'était beaucoup plus compliqué que ça. J'avais déjà pris ma décision, et c'était ça un peu les défis, en fait. C'était de réussir déjà à être connecté au cœur et pas à la peur. J'avais déjà pris ma décision, j'avais déjà officialisé auprès de tous que non, je ne partirais pas. Même si tout le monde me disait de partir. Non, mon cœur n'était pas capable. Mon cœur n'était pas capable. J'étais pas alignée. Je l'aurais fait pour faire plaisir à ma fille, mais moi j'aurais été en souffrance. Trop inquiète, j'aurais pas su. J'aurais pas été capable. Donc,
voilà pour le coup euh, le genre de défi alignement que vous aurez dans vos défis également. Vous voyez, c'est d'être connecté au cœur à soi tout en étant connecté au cœur des autres. C'est être dans la nuance de gris. J'espère que cet exemple, je vous l'ai assez détaillé. Je vais pas passer plus de temps sur ce point précis parce que ce serait beaucoup trop long de vous dire. Je pense que vous comprenez plus ou moins ce que j'essaye d'expliquer. Lors de la vidéo précédente, j'avais peur que ma vidéo soit un peu décousue, hein, le premier volet. Finalement, quand j'ai réécouté la vidéo, je ne l'ai pas trouvée si décousue que ça. Et vous-même, visiblement, vous avez bien compris cette vidéo. Ceci dit, avant de faire ce nouveau volet autour de ça, les guides m'ont demandé de vous faire passer un petit message. C'est que si je n'ai expliqué que quelques bribes dans la vidéo précédente, c'était volontaire de la part des guides. Contraction. Que cette thématique soit abordée en plusieurs volets. Contraction. Pourquoi ? Parce que entre le moment où vous avez regardé le premier volet et le moment où ce deuxième volet apparaît, vos guides veulent voir parmi vous qui s'est mis à supposer des choses en écoutant le premier volet. Contraction. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le portail de la supposite, contraction, et ils veulent voir si parmi vous, certains se sont mis à supposer des choses alors que vous n'aviez pas les détails de l'histoire. Si vous avez écouté ma vidéo avec vos oreilles, ou si vous avez écouté mon premier volet avec votre bouche, dans le but de répondre, de juger, de dire « moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça », ou si vous n'avez rien compris à l'histoire, et au lieu d'accueillir le fait que sûrement que Peggy racontera plus de détails plus tard, si vous vous êtes mis à supposer des choses et à juger de la situation. Par rapport à ça, les guides veulent voir si vous êtes encore dans ces lampadaires de malveillance envers les gens, à supposer et à vous sentir condescendant et supérieur aux autres, à vous dire « moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça », un peu en mode moralisateur. C'est un test. Si vous n'avez pas été dans cette énergie-là, tant mieux pour vous. Il y en aura dans le lot qui, peut-être, auront fait ça. Les guides attendent et, justement, lancent ce défi pour voir ce qu'il en est. D'accord ? Mais aujourd'hui, il y a un peu les compléments d'information pour venir stopper les suppositions que vous auriez pu faire peut-être. Je ne sais pas. Donc en tout cas, les précisions, eux voulaient que les précisions tombent après et pas en même temps. Peut-être qu'ils seront agréablement surpris et qu'ils seront étonnés de voir que, ben non, personne d'entre vous n'est tombé là-dedans, contraction, et tant mieux dans ce cas-là, si vous n'êtes pas tombé là-dedans, vous aurez réussi votre défi. Voilà, en tout cas, vous comprenez pourquoi la vidéo devait se faire en plusieurs fois. Il y avait un peu des petits pièges, voilà, et des défis autour de ça. J'ai encore tellement de choses à vous dire autour de ça que je ne pourrai pas tout aborder ce soir. Je vais encore continuer un petit peu, mais il y aura encore d'autres vidéos qui en parleront. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages. Là, je suis qu'à ma première feuille et j'en ai 2,
3, 4, 5, 6. Vous imaginez tout ce qu'il y a à évoquer autour de ça. Quand on monte sa montagne, par rapport à ce fameux défi qui se répète, il y a des défis parfois qui se relèvent où on se dit je vais sortir le pendule pour demander au guide qu'est-ce que je dois faire. Dans certains défis, si c'est pour voir comment vous cogitez et comment vous agissez, les guides ne vont pas vous donner la réponse. Ils vont vous laisser cheminer, ils vont vous répondre avec une réponse genre libre arbitre et vont voir comment vous opérez, comment vous cogitez, comment vous faites votre exercice de la balance. Est-ce que vous allez vous connecter au cœur ? Ça leur permet de tester où vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà vu des gens aller passer le bac et que l'examinateur leur donne la réponse? Non, c'est une évaluation. Donc là, vous pensez bien que par rapport à tous les positionnements que j'ai eu à avoir sur tout ce qui était en amont, où j'ai consulté plusieurs médecins, etc., j'obtenais aucune réponse de mes guides, aucune aide pour m'aider à comprendre qu'est-ce que j'avais à faire. Les guides ne me donnaient pas de réponse. J'ai dû vraiment me démerder. C'était un labyrinthe de défis. Ce labyrinthe dont je parle dans la première vidéo, qui est le labyrinthe que vous aurez à vivre par rapport à une situation qui se répète, qu'on vous représente. Il n'y aura pas qu'un seul défi. Ce n'est pas un point de départ et un défi et j'ai ma note, non. C'est qu'entre le point de départ et l'objectif, entre là et là, vous allez avoir plein de petits défis. Comme je vous l'ai dit dans le premier volet, moi j'en ai eu plein. Et chaque positionnement était un défi. Parce que de là, à chaque fois, ça venait tester un pan de telle blessure, le pan d'une autre blessure. D'accord ? À chaque fois, il fallait trouver l'alignement dans toutes les situations, alors que tous mes radars émotionnels, mon tableau de bord était dans le stress et l'inquiétude de l'état de santé de mon fils, de la responsabilité que j'avais. J'emmenais voir des médecins qui ne le traitaient pas, qui ne le soignaient pas. Et moi, je voyais bien qu'il y avait un problème. Donc, inévitablement, la responsabilité revenait sur mes épaules. J'avais cette responsabilité-là sur les épaules. Et ça, c'est pas anodin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu plein de défis. Voilà. C'était pas qu'un seul défi. Non, il y en avait plein. Par rapport à toujours ce défi que vous avez, n'oubliez pas que vous devez essayer d'identifier vous baissez votre valeur par rapport à quelle catégorie d'individu. Vous ne croyez pas en vous face à quelle catégorie d'individu. Moi, je vous l'ai expliqué dans le premier volet, c'était par rapport au corps médical. Une passionnite, un effet halo, où je me sens inférieure, en soumission à ces gens-là. Car je les estime être beaucoup plus experts que moi. Mais en fait, ils sont dans la supposition. Et il n'y avait pas de fait. Il n'y avait pas eu d'examen, pas d'analyse. Donc, finalement, je manquais trop de confiance en moi à cause de ma blessure de trahison, contraction, face à cette catégorie. J'étais pas dans le côté
ma blessure de trahison n'était pas dans le sens où j'étais en domination à contrôler ces gens, non. C'est que je n'avais pas assez confiance en moi face à eux. Et je me trahissais donc. Puisque moi, mon intuition, mon radar me disait que c'était une appendicite. Je devais aller au bout de mon truc. Mais comme les médecins me disaient non, non, c'est... Genre, j'y connais rien, c'est eux les docteurs. Mais non, c'est pas une appendicite, madame. Il n'a pas les symptômes de l'appendicite. Vous voyez? Donc j'ai renié le fait de croire en mes capacités. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai renié le fait de croire en mes capacités et à mes capacités à canaliser et à... Mes radars, en fait. J'ai remis ça en question. Tout comme je l'avais déjà fait avec mon papa il y a quelques années, alors que les guides m'avaient dit qu'il n'y avait qu'un seul cancer, le cancer de la prostate. Ben, face au médecin, je n'y ai pas cru. Je m'étais dit, si un médecin va mettre sur un bout de papier que c'est un cancer du foie, c'est qu'il a fait des examens. Pas du tout! Pas du tout! C'était même pas ça! C'était ça qui est le plus ahurissant. Parce qu'après, quand on vous dit, on lui fera des examens quand il aura plus le Covid. Ah bon? Ben, si vous n'avez pas fait les examens, pourquoi vous annoncez qu'il a un cancer? Ahurissant, c'était digne d'un sketch. C'était digne d'un sketch. Donc en fait, oui, bien sûr, les êtres humains supposent, et il y a des erreurs professionnelles dans tous les jobs. N'accordez pas votre confiance illimitée à qui que ce soit. Voilà pour tout ça. J'espère que je vous ai assez détaillé cette partie-là. Il y aura encore d'autres vidéos autour de ça. Peut-être pas tout de suite, parce que ça risque d'être en gaine si pendant quelque temps toutes mes vidéos ne parlent que de ça. Il y aura sûrement d'autres vidéos thématiques qui viendront s'intercaler. Et puis, je ne sais pas quand moi j'aurai le temps d'en retourner. Ce soir, je pouvais en retourner une, donc j'ai abordé ça. Mais les autres, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Il y aura peut-être d'autres thématiques de vidéos qui s'intercaleront avant celle-ci, de vidéos que j'ai déjà en stock. Mais en tout cas, vous avez déjà des premières ébauches pour déjà aller travailler sur votre défi à vous. Et les guides, ça les arrange peut-être de vous analyser et voir si vous mettez ça en pratique déjà, la prise en compte de ces deux volets-là, avant d'avoir la suite, parce qu'ils ont peut-être besoin de vous examiner. D'accord? Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Et pour le coup, merci beaucoup pour les messages adorables que j'ai eus en dessous du premier volet. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient estomaqués par la façon dont j'avais géré les choses et qu'on voyait que j'avais bien accueilli mon émotionnel. Oui, on ne sait pas de soi-même quand on évolue, après de voir que même dans des situations compliquées, on gère ça mieux qu'avant, mais comme je vous l'ai dit, j'ai été quand même en souffrance, hein. J'en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai pas été ultra zen, hein. Mais j'ai fait les bons choix. Voilà, j'ai réussi, même en état de stress, à faire les bons choix. C'est pour ça que j'ai su relever mon défi. C'est ça le but final, c'est de savoir faire les bons choix, quelles que soient les situations. Voilà, pour pas se remettre en danger. C'est surtout ça. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, on en reparlera bientôt. Bisous, bisous.